Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir dans cette édition spéciale du Zoom. Pour en parler aujourd'hui, nous allons parler de l'Azerbaïdjan, un pays dont l'histoire assez mouvementée a marqué les siècles et est toujours d'actualité. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, Monsieur Rahman Mustafayev. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci pour vous, merci pour cette opportunité de parler pour l'audience de votre chaîne de télévision. C'est vraiment l'honneur et le plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à vous. Et j'ai également le plaisir de retrouver Monsieur Mohamed Enish. Vous êtes président de l'UAM de la Seine-Saint-Denis et chroniqueur chez RTV. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Rehab, et honoré de débattre avec vous, monsieur l'ambassadeur. Merci. Avant de revenir sur l'histoire, le conflit qui a frappé l'Azerbaïdjan, nous allons débuter avec un peu d'actualité. Il y a une dizaine de jours, très exactement le vendredi 4 juin, 2 journalistes et un fonctionnaire azéri ont été tués par l'explosion d'une mine dans la région de Kalbajar et dans le village de Susuzlug. L'Arménie n'a pas répondu aux accusations et refuse de donner la carte des mines et donc de communiquer leur emplacement. Monsieur Mustafayev, quelle est votre réaction et surtout, quelle réaction attendez-vous de la communauté internationale et des coprésidents qui représentent la France, la Russie et les États-Unis? D'abord, je voudrais dire que c'est un épisode très triste. C'est vraiment triste qu'après la guerre de 44 jours, nous avons même aujourd'hui les pertes parmi les civils azerbaïdjanais. Peut-être vous le savez bien qu'après la guerre, il y a déjà plus de 20 personnes qui sont explosées sur les mines. Les mines qui étaient implantées pendant la première guerre de Karabakh, dans les années 1992, 13 et 14, par les forces armées arméniennes. Et aujourd'hui, nous avons ces résultats. L'Arménie toujours refuse de nous communiquer les cartes, le plan des mines. Les mines antipersonnelles terrestres, ce qui n'est pas normal, parce que ça contrevient de toutes les conventions internationales qui interdisent l'utilisation des mines antipersonnelles. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la perte parmi les civils, parmi les militaires azerbaïdjanais. Nous demandons toujours de la République d'Arménie de nous communiquer, de nous donner de nous passer ces cartes de mines. Parce que vous savez, dans l'histoire de toutes les guerres importantes après la Deuxième Guerre mondiale, les guerres entre l'Inde et le Pakistan, les guerres arabo-israéliennes, les guerres parmi les républiques de l'ex-Yougoslavie, même après la guerre entre l'Union soviétique et l'Afghanistan. Tous les partis qui étaient engagés dans les hostilités militaires, ils ont échangé des cartes de mines. Ils ont communiqué le plan de mines antipersonnelles. La seule exclusion, malheureusement aujourd'hui, c'est l'Arménie qui refuse. Mais malgré cette situation tragique, compliquée, récemment, je voudrais vous dire que nous avons réussi avec l'Arménie. Nous avons réussi de récupérer les cartes pour la région d'Agdam. Parce que la région d'Agdam, c'était l'une des plus riches et plus peuplées régions de Karabakh, à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque de l'Azerbaïdjan soviétique. Aujourd'hui, c'est une ville presque totalement détruite. C'est une ville qui était détruite par les forces armées arméniennes. C'était une ville qui était peuplée de plus de 50 000 habitants. Et le district d'Agdam, c'était peuplé de presque de 130 000 habitants. Nous avons réussi d'obtenir les cartes de mines pour ce district. Et nous attendons que l'Arménie va continuer dans cette bonne direction de nous communiquer les plans de mines. C'est important. Parce que c'est un aspect humanitaire de ce conflit qui a été résolu pendant la guerre de 44 jours. Et en fait, c'est l'un des grands défis de la phase d'après la guerre.
parce que il y a, oui, il y a déjà des défis, donc il y a plein de défis, il y a plein de, donc, de problèmes qu'il faut donc, résoudre après la guerre. L'un des plus importants, c'est le déminage. Donc, merci pour votre question donc, qui m'a donné l'opportunité de vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ce sujet de déminage et avec cet épisode tragique de la phase d'après la guerre. Oui. Après tout ce qui s'est passé, c'est important de vous donner la parole à ce sujet. En ce qui concerne votre question donc, de groupe de Minsk, bien sûr, à notre point de vue, ce sujet doit être donc, placé ou mis au centre des activités du groupe de Minsk, des co-présidents du groupe de Minsk. Parce que c'est l'aspect humanitaire, c'est l'aspect important, c'est l'un des plus grands défis, comme j'ai déjà souligné. Donc, il faut le faire. Il faut que le côté arménien transmise toutes les cartes des mines antipersonnelles terrestres. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez, on va revenir sur le conflit, plutôt l'origine du conflit. Là, les Français ont découvert l'équipe de football d'Azerbaïdjan, qui est une très belle équipe, mais beaucoup n'arrivent même pas à situer le pays d'Azerbaïdjan dans une carte géographique. Beaucoup. Donc, lorsqu'on leur parle du conflit, donc, personne ou peu arrive à saisir les détails de ce conflit-là. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce conflit? Les deux pays, Arménie et Azerbaïdjan, étaient des États de l'URSS. Après la chute de l'URSS, il y a ce conflit qui a explosé. Pourquoi? Après la chute de l'Union soviétique, l'Arménie a profité de cette atmosphère de chaos, de désintégration donc, dans l'Union soviétique et sous le slogan, sous le drapeau de soutien des droits du peuple de l'autodétermination, ils ont en fait déclenché la guerre contre l'Azerbaïdjan. Ils ont occupé pendant les années 1992-93, ils ont occupé environ 17-18% du territoire de l'Azerbaïdjan. Il s'agissait de la région d'Haut-Karabakh, mais aussi 7 régions, 7 districts autour de Haut-Karabakh. Au total, c'était 16, 17, 18% de notre territoire. Donc, comme le résultat de cette occupation, nous avons eu déplacés et réfugiés. Presque 800 000 Azerbaïdjanais étaient déplacés. Quand je dis Azerbaïdjanais, il s'agissait de citoyens de l'Azerbaïdjan d'origine azerbaïdjanaise, mais aussi donc, des Kurdes, des Russes et des autres minorités ethniques. C'était ça le début de ce conflit. Donc, en fait, c'était les revendications territoriales de la part de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Le territoire était occupé, les citoyens étaient chassés, ils ont devenu déplacés dans leur propre pays, dans les territoires de leur propre pays. La communauté internationale a réagi immédiatement. En 1992, la conférence d'Helsinki de l'Organisation de coopération et sécurité en Europe, OSCE, ils ont pris la décision de créer le groupe de Minsk. En fait, c'était la décision de convoquer la conférence de paix pour la résolution de ce conflit. Mars 1992, le groupe de Minsk a été créé, qui était comporté de 11 pays, parmi lesquels étaient la France, les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Italie et les autres pays du monde. En 1993, 4 résolutions du Conseil de sécurité étaient adoptées. C'est-à-dire 5 pays permanents du Conseil de sécurité ont voté pour les 4 résolutions pendant l'année 1993, dans lesquelles il était prévu le retrait immédiat, inconditionnel, de toutes les troupes armées arméniennes du territoire de l'Azerbaïdjan. Toutes ces 4 résolutions ont confirmé sur la région de Karabakh, d'Haut-Karabakh. C'est une partie intégrale de la République d'Azerbaïdjan.
tous les quatre documents ont prévu qu'il faut, après le retrait des forces armées arméniennes, garantir le retour des déplacés azerbaïdjanais dans leur ville et village natal. Malheureusement, depuis 1993, pendant toute cette période-là, c'est-à-dire presque 27-28 ans, nous n'avons pas eu les résultats des médiateurs. Parce qu'après la création du groupe de Minsk, l'autre institut a été créé, il était mis en œuvre. C'était l'institut de la coprésidence. C'était 1994. Et 1995, le mandat de la coprésidence a été mis en œuvre. En 1997, la France est devenue le troisième coprésident du groupe de Minsk, à côté de la Russie et des États-Unis. Donc, c'est l'histoire de la création de la coprésidence. Depuis 1997 jusqu'à la guerre de 44 jours, donc toute cette période-là, était la période de tentatives différentes, donc des initiatives, etc., de la part de la coprésidence. Mais malheureusement, à cause de la position destructive, on peut dire, de l'Arménie, qui toujours réfutait, donc résistait à toute l'initiative de la part de la coprésidence, nous n'avons pas réussi à trouver la solution pour ce conflit. Non seulement l'Arménie était destructive, non constructive, mais depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Nikol Pachinian en 2018, la situation a été vraiment et fortement aggravée et détériorée parce que le nouveau Premier ministre il a commencé son politique de provocation en fait. D'abord, c'était au niveau de déclarations orales, donc déclaration de son gouvernement, de ce ministre. Après, c'était au niveau du Parlement arménien, quand ils ont pris la décision d'intégrer le Karabakh en fait, dans le système de sécurité de l'Arménie. Et finalement, c'était donc les provocations militaires dans les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a réagi parce que nous avons compris qu'il n'y a pas de solution diplomatique, il n'y a pas de solution politique. Nous avons réagi à toutes ces provocations en utilisant notre droit naturel de défense légitime. Parce que le charte de l'Union nous donne ce droit de défense légitime, l'article 51 de la charte de l'Union. Comme le résultat, nous avons eu cette guerre de 44 jours. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'après-guerre. Donc, à notre point de vue, le conflit est résolu parce que les dispositions principales de tous les quatre résolutions du Conseil de sécurité ont été mises en œuvre, ont été appliquées. La première chose, la première disposition, c'était le retrait des forces armées arméniennes du territoire azerbaïdjanais. Aujourd'hui, nous travaillons sur la préparation des conditions propices pour le retour des réfugiés et déplacés. Parce que votre question, c'est le sujet des mines, des explosions, c'est le problème. Parce que sans effectuer le déménage, c'est presque impossible de garantir le retour paisible, donc pacifique des déplacés azerbaïdjanais. Nous avons déjà perdu plus de 20 personnes. Et environ 200 personnes civiles, ils ont gravement blessés par les mines, par les explosions des mines. Donc c'est ça la situation, c'est ça la réalité de ce conflit. Donc une phase avant la guerre, la phase de la guerre, et nous sommes aujourd'hui dans la phase après la guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, donc vous avez dit qu'il y a 800 000 déplacés suite à la première guerre de 91, et la deuxième guerre de 44 jours, ça a coûté combien humainement à l'Azerbaïdjan, civilement? De la part de l'Azerbaïdjan, parmi les militaires azerbaïdjans, nous avons les chiffres précis qui ont été publiés récemment, dans les quelques jours. 2900 soldats et officiers azerbaïdjanais ont été tués pendant la guerre de 44 jours. Pendant la deuxième guerre de Karabakh. Et la population? Parmi les civils,
Oui, merci pour cette question parce que j'ai oublié donc vous dire que les forces armées arméniennes non seulement donc tiré sur les positions militaires donc, de l'armée azerbaïdjanaise, mais aussi donc, ils ont utilisé les missiles et parfois les missiles balistiques sur les villes et villages, sur les civils en fait. Parce qu'on a remarqué que l'Azerbaïdjan voulait limiter le conflit que sur le Haut-Karabakh, alors que l'Arménie voulait transporter le problème au fin fond d'Azerbaïdjan en ciblant des villes très très loin du conflit. Parce que si vous faites la comparaison entre les victimes, entre les pertes parmi les civils azerbaïdjanais de côté Azerbaïdjan et de côté de l'Arménie, et du côté des Arméniens qui vivent dans la région de Karabakh, de l'Azerbaïdjan, vous pouvez comprendre que donc il y a vraiment plus azerbaïdjanais qu'arméniens qui étaient tués pendant... Je parle des civils. C'est ça. Donc presque 200 civils azerbaïdjanais étaient tués pendant ces attaques. Les attaques par les missiles arméniens sur les quartiers résidentiels des villes qui étaient éloignées de zones de conflit en fait. Par exemple, la ville de Ganja. Ganja n'appartient pas aux régions de Karabakh. Ganja est éloigné de plus de 200 km de cette région. Mais la dernière provocation des forces armées arméniennes, c'était la ville de Toulouse. La ville de Toulouse est éloignée de presque 150 km de la région de Karabakh. Avec quelle logique l'Arménie utilisait donc, les attaques, les provocations militaires contre la ville de Toulouse, par exemple, qui n'est pas le Karabakh, ou peut-être contre la ville, contre le quartier civil de la ville de Ganja. C'est la deuxième ville plus importante de notre pays, après la capitale de Bakou. C'est-à-dire ils ont tiré sur les villes. Mais l'objectif, c'était de vous pousser à faire pareil, de tirer sur les villes arméniennes et pousser la Russie à intervenir. Je suis d'accord avec vous, mais plutôt l'objectif était de créer l'atmosphère de panique pour déstabiliser le pouvoir, donc la population, pour que les populations disent au pouvoir qu'à mes côtés, il faut arrêter la guerre parce que les Arméniens ils tuent nos civils, etc. Ça n'a pas passé, en fait, parce que le peuple azerbaïdjanais était uni autour du pouvoir, autour de son président, mais aussi pour provoquer notre attaque, vous avez donc absolument la raison, qui peut déclencher la réponse des pays alliés avec l'Arménie. Parce que l'Arménie est le membre de cette organisation de sécurité collective. Organisation de traité de sécurité collective. L'Azerbaïdjan ne fait pas partie. Nous n'avons pas réagi parce que le président a dit à plusieurs reprises que notre réaction sera sur la chambre de bataille. Ce que nous avons montré pendant la guerre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de perte parmi les civils arméniens. Combien de civils arméniens? Si vous demandez aux Arméniens, vous avez perdu combien de civils pendant la guerre, les réponses seront nettes. Donc ça sera environ 10 ou 15. Mais à la comparaison de 200 Azerbaïdjanais qui étaient tués, ça vraiment montre non seulement la gravité de la guerre, mais aussi le comportement vraiment dangereuse du pouvoir arménien, qui a osé d'utiliser les missiles balistiques. Même les missiles Iskander, par exemple. C'était le missile plus grave, plus dangereux dans l'arsenal de l'armée russe aujourd'hui. C'est le missile Iskander, qui utilise pour les objets, c'est pour la guerre transcontinentale en fait. Mais les Arméniens ont utilisé ce missile contre le quartier civil, contre le peuple azerbaïdjanais. Donc, ce sont des résultats, et ça vraiment montre que la guerre était très dure. Les pertes sont énormes, non seulement de la part de l'Azerbaïdjan, mais aussi bien sûr de la part de l'Arménie. Donc selon les statistiques, les chiffres officiels de l'Arménie, leurs pertes se calculent à environ 4 ou 5 000 soldats officiers. J'aimerais revenir sur un deuxième aspect de cette guerre, c'est l'aspect religieux.
dans un certain nombre de médias, dont l'ambassadeur arménien ici, donc il a présenté le conflit comme un conflit de religion entre des musulmans, un pays musulman et un pays chrétien. Et qu'il y avait un danger pour les chrétiens, pour les églises au Karabakh. Et surtout, il y avait des images ou des rumeurs ou des informations sur des djihadistes ramenés de Syrie vers l'Azerbaïdjan pour combattre avec les Azéris. Que dites-vous sur tout ça? Est-ce qu'il y avait un aspect religieux sur ce conflit-là et sur les djihadistes syriens que personne n'a vu, alors qu'on a vu des Arméniens français sur leur page Facebook qui disaient on allait en Arménie pour battre contre les Azéris? D'abord, j'aimerais vous dire que l'Azerbaïdjan, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, l'Azerbaïdjan a toujours été sur la ligne du droit international. Donc, bien sûr, je comprends bien les tentatives de propagande de l'Arménie de coloriser cette guerre dans les couleurs de religion, c'est-à-dire donc les chrétiens contre les musulmans ou les musulmans contre les chrétiens. Ce n'est pas le fait parce que l'Azerbaïdjan, c'est le pays laïque, c'est le pays tolérant, c'est le pays peuplé de différentes minorités religieuses et ethniques. C'est la première république parlementaire laïque du monde musulman. Donc notre première république a été proclamée en 1918. C'est-à-dire c'était la première république parlementaire musulmane. Dans notre parlement de la première république, vous pourrez trouver les représentants de toutes les minorités religieuses et ethniques de notre première république. Les Russes, les Arméniens, les Polonais, les Allemands, même les Juifs. Dans notre premier gouvernement de la Première République, qui était créé en décembre 1918, vous pourrez trouver 2 Juifs, 3 Russes orthodoxes et même les Arméniens. C'est-à-dire, depuis la naissance de notre République, de notre État, l'Azerbaïdjan était laïque, l'Azerbaïdjan était fidèle de ses principes de laïcité et de tolérance. Donc, aucune raison de nous critiquer, de nous stigmatiser sur ce sujet. Par contre, je peux vous dire que ces tentatives de nous poser dans ce clivage, donc la guerre interreligion, l'objectif, c'est d'engager les pays chrétiens à côté de l'Arménie, de mobiliser le soutien politique et diplomatique en faveur de l'Arménie, parce que l'Arménie comprend bien que c'est le conflit territorial. Ce conflit a commencé comme le conflit pour les raisons de revendication territoriale de la part de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Pour masquer, pour cacher les vraies raisons, les vraies causes de ce conflit, bien sûr, l'Arménie essaie, même aujourd'hui, dans ces jours-là, montrer que c'est le conflit entre les religions, entre les civilisations. Moi, quand je me pose de ce sujet, de ces questions, je réponds qu'il y a vraiment ici aspect intercivilisationnel. Parce qu'il s'agit peut-être de la guerre entre la civilisation, entre la culture de la tolérance contre la culture ou une-culture de l'animosité, de la haine. Donc c'est ça, dans nos visions, dans mon point de vue, c'est ça les causes du conflit. D'un part, cette tolérance, d'un part, c'est notre bonne volonté de vivre ensemble avec toutes les minorités, avec tous les pays de cette région, en harmonie, en paix, donc avec le développement et la coopération. Et de l'autre part, c'est toujours dans les revendications territoriales de la part de l'Arménie. C'était comme ça pendant la première guerre de Karabakh. C'était comme ça au début du siècle, quand il y était donc des hostilités entre les Arméniens, les musulmans et, donc dans cette région. Donc c'est toujours la politique de nos voisins de montrer ce conflit donc, sous le prisme de conflit interreligions. Ce n'est pas le fait, et tout le monde le sait, que l'Azerbaïdjan, c'est le pays. Par contre, pendant la guerre, les Arméniens ils ont détruit beaucoup de mosquées dans notre région. Ils ont détruit beaucoup des objets de culte. Donc, de notre patrimoine culturel et culturel
été détruits pendant la guerre. Et dans ce catalogue, j'ai apporté avec moi pour vous montrer, je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais vous pouvez trouver ici tellement, 200 pages de cet ouvrage peuvent vous bien montrer quelles étaient les pertes dans les zones occupées. Donc tous les objets de culte de l'Azerbaïdjan, musulmans et non musulmans, même chrétiens, étaient endommagés par les forces armées arméniennes. Sur l'aspect, juste une question, sur l'aspect, on reste sur l'aspect religieux. L'Azerbaïdjan, la population est en majorité musulmane, la majorité est chiite. Pourquoi l'Iran, qui est chiite, sur ce conflit, surtout avant, n'a pas soutenu l'Azerbaïdjan, si c'est religieux? Certains disent que c'est un conflit religieux. Si c'est religieux, l'Iran aurait pu vous soutenir. Vous êtes des chiites et eux chiites. Alors que c'est plutôt un autre État sunnite, qui est la Turquie, qui vous a aidé après. On ne comprend pas. C'est vraiment, il y a des choses qui échappent à l'observateur français d'ici. Merci pour votre question. D'abord, je voudrais dire que la composition religieuse de notre société, oui, je suis d'accord, oui, que la majorité des musulmans sont chiites. Je pense que dans la proportion 65, 30 à 35, chiites et sunnites. Mais il y a il y a beaucoup de gens qui sont athées en Azerbaïdjan. Il y a aussi des orthodoxes. Nous avons en Azerbaïdjan environ 900 communautés religieuses, parmi lesquelles 700 communautés musulmanes, chiites et sunnites, et les autres, donc presque 200, ce sont des minorités, des communautés des autres religions. C'est-à-dire que c'est une société multiconfessionnelle. En ce qui concerne la position de la République islamique iranienne, je voudrais dire que pendant le conflit, pendant la guerre, l'Iran s'est exprimé en faveur de la solution diplomatique. Le pouvoir iranien nous a soutenus diplomatiquement, disant que la région de Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan, que l'Iran soutient pleinement la souveraineté, intégrité territoriale et inviolabilité des frontières de l'Azerbaïdjan internationalement reconnues. Donc c'est une position très importante pour nous, parce que l'Iran, pour nous, c'est un voisin très important. Et nous apprécions beaucoup cette position de la République iranienne. Je vais reprendre la main. Tout à l'heure, vous avez parlé des défis principaux après la guerre. J'aimerais bien revenir dessus. Et surtout aussi, comment est-ce que l'Azerbaïdjan construit ou reconstruit la paix dans la région? Comme j'ai déjà souligné au début de notre entretien, le premier défi, c'est le déminage. Pour ce défi, nous travaillons maintenant dans la coopération étroite avec les militaires et les spécialistes russes, les Turcs. Et nous attendons bien sûr que les autres pays du monde, y compris la France, qui est la coprésidente de Minsk, nous soutiendra dans nos efforts de déminage, parce que c'est vraiment le défi très important. C'est l'aspect humanitaire de ce conflit, c'est le défi qui cause beaucoup de pertes. Ensuite, la reconstruction de cette région. Il faut dire que la région, les villes et villages, on était totalement, la majorité des villes et villages, vous pouvez le voir dans ce catalogue, on était totalement rasés de la surface de la terre. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire de nouveau, du niveau zéro en fait. À la reconstruction des villes et villages, tous les sols, les rivières étaient pollués, donc les forêts étaient brûlées, les cimetières étaient vandalisés. C'est-à-dire qu'il faut il faut construire les régions de nouveau, pratiquement de nouveau. Ici,
encore une fois, je le répète, non seulement par les efforts de l'Azerbaïdjan et nos voisins, mais aussi nous avons besoin de le soutien, de la participation des autres pays du monde dans ce processus, dans cette phase de la reconstruction. Troisième défi important, à mon avis, c'est la réconciliation entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. C'est très important parce que notre idée, notre concept de cette phase après la guerre, c'est réintégrer les citoyens de l'Azerbaïdjan d'origine arménienne dans l'espace social, culturel, politique de notre République. C'est important parce qu'il y a environ 65 000 Arméniens qui vivent aujourd'hui dans les régions de Karabakh, notamment dans la ville de Khankédé, c'est l'ancienne capitale de cette région. C'est-à-dire notre idée, notre vision et notre volonté de les intégrer dans l'espace, dans la société azerbaïdjanaise. Ici, encore une fois, je le répète, la France peut jouer le rôle important parce que la France a des leviers très forts, très importants sur la communauté arménienne ici. La France peut-être le pays plus proche de l'Arménie. Bien sûr, la France peut jouer le rôle. En fait, la France a des cartes de jouer ici. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce soutien diplomatique et politique de la part de la France pour nous soutenir dans ces efforts. Donc, le déménage, la reconstruction, la réhabilitation entre les Azerbaïdjanais et Arméniens de l'Azerbaïdjan. Et le quatrième sujet, c'est un sujet plus sérieux, c'est plus important, c'est construire la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Parce qu'aujourd'hui, nos deux républiques n'ont pas de relations diplomatiques. Il n'y a pas même reconnaissance diplomatique. Donc ici, il faut trouver la formule de la paix. Il faut construire la paix autour des principes de droit international. Donc notre position était toujours la même. Donc il y a des principes clairs de droit international. Il y a les déclarations de l'Assemblée générale de l'Union qui a été adoptée en octobre 1970. Ça s'appelle la déclaration relative aux principes touchant au principe de droit international touchant les relations amicales entre les pays. C'est la même déclaration qui formait la base de l'accord d'Helsinki, de l'acte d'Helsinki, donc 1975. Donc les principes sont là. Les principes de base existent, il faut les respecter. Et sur la base de ces principes, Azerbaïdjan est prêt, Azerbaïdjan est disponible pour construire la paix et la coopération de l'Arménie. Est-ce que le groupe Minsk peut intervenir dans cette tentative de rapprochement entre ces deux pays ou Non seulement le groupe Minsk peut, mais je pense que le groupe de Minsk doit fortement s'engager à nous soutenir dans ces efforts parce qu'aujourd'hui, le groupe de Minsk cherche son rôle. Notre position est claire. Le conflit est résolu parce que les dispositions principales des 4 résolutions de constitution ont été appliquées. Aujourd'hui, par le droit, par la force qui est basée sur le droit international. Et aujourd'hui, nous avons besoin de construire la paix. Ici, bien sûr, le groupe de Minsk existe avec la même composition. La Russie, les États-Unis et la France. Tous ces 3 pays sont des pays importants. Ce sont des puissances mondiales. La France est la puissance européenne. C'est-à-dire ils peuvent vraiment apporter leur contribution positive, constructive dans ce processus-là. Nous l'attendons bien et nous espérons que le groupe de Minsk va vraiment jouer ce rôle pour réconciliation, non seulement pour construire la paix entre les deux pays, mais aussi pour le sujet de déménage. C'est aussi leur objectif principal, c'est leur devoir, on peut le dire. Pour la reconstruction, pour la réintégration des Arméniens de l'Azerbaïdjan dans l'espace social et culturel de notre pays, pour créer le dialogue entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais, entre les deux pays. Je pense que c'est ça. Ce sont des vrais objectifs et des vrais défis de la phase après la guerre. Avant de passer aux dernières questions, je souhaiterais revenir sur les mouvements qu'il y a eu en France. Par exemple, en octobre dernier,
des milliers de manifestants arméniens se sont réunis à Paris pour réclamer la reconnaissance de la France et de la communauté internationale de l'indépendance du Haut-Karabakh. Ils étaient là pour demander à la France d'abandonner sa neutralité. Cependant, les musulmans, eux, les Azéris ne se sont pas manifestés. Êtes-vous déçus ou alors comprenez-vous leur comportement? D'abord, le droit de manifester, de s'exprimer, de se réunir, c'est le droit naturel donc, qui s'inscrit dans la loi française. Donc ici, aucun doute, aucune protestation en fait. Il y a deux sujets ici. Le sujet des manifestations des Arméniens, c'est normal quand les gens donc, de différentes minorités manifestent et expriment leur point de vue, leurs demandes. Mais ce qui est dangereux ici, c'est le fait que les Arméniens demandent de la France, qui est le pays neutre, qui est le pays co-président de l'Oubimisk, d'intervenir dans un sujet qui on était déjà réglé par le droit international. Donc la région de Karabakh, c'est notre patrie, c'est la partie de notre territoire, c'est la partie intégrale de la République d'Azerbaïdjan. Donc bien sûr, ni la France, ni les autres pays du monde n'ont le droit d'intervenir. Ce que les Arméniens demandent, bien sûr, ils peuvent demander donc, tout ce qu'ils veulent, mais le droit reste là. Nous sommes sur la ligne du droit international. J'espère que la France aussi est sur la ligne du droit international. C'est pour ça que la France est devenue la membre permanente du Conseil de sécurité. C'est pour ça que la France est devenue la coprésidente de l'Oubimisk. Parce que nous respectons les engagements et les positions neutres de la République française. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle les Arméniens, au contraire, je pense que les Arméniens de la République française, ils peuvent contribuer positivement dans ce processus de paix. Parce qu'avec ces slogans, avec ces revendications territoriales pour l'Azerbaïdjan, vous savez, il y a la différence entre les Arméniens de la France et les Arméniens de l'Arménie. Parce que les Arméniens de Karabakh, de la République d'Azerbaïdjan, et les Arméniens de l'Arménie, ils veulent vivre en paix avec l'Azerbaïdjan. Ils veulent coopérer avec l'Azerbaïdjan. Mais la communauté arménienne ici en France est un peu radicale. Je pense que c'est le temps aujourd'hui de changer ce radicalisme. En ce qui concerne les Azerbaïdjanais, nous sommes ici environ 4 ou 5 000 Azerbaïdjanais, citoyens de la France. Donc physiquement, peut-être, c'est presque impossible de nous faire les manifestations de telle ampleur que les Arméniens. Mais par contre, je peux vous dire que les musulmans de la France, ils ont bien soutenu l'Azerbaïdjan. Les associations françaises d'origine maghrébienne, et par exemple l'association le Grand Maghreb, a soutenu l'Azerbaïdjan avec l'aide humanitaire, et nous sommes vraiment reconnaissants pour ce soutien. Donc les musulmans, donc les citoyens ordinaires de la France, d'origine musulmane, nous soutiennent toujours. Les médias musulmans, comme aujourd'hui, c'est l'exemple phare de notre coopération, de votre compréhension de la situation dans notre région. Donc ici, on peut dire qu'il y a de la part des Azerbaïdjanais et des musulmans de la France, il y a aussi donc, le mouvement de soutien pour l'Azerbaïdjan. C'est ça, le soutien est là. On va passer un peu du côté des médias. Que pensez-vous du manque, on en a parlé M. Henich avec nous, que pensez-vous finalement du manque de couverture médiatique concernant le conflit lui-même, l'accord du 9 novembre? Est-ce que vous pensez que c'est un manque de communication peut-être de votre part, des informations, voilà, vous n'avez peut-être pas communiqué aux médias, ou est-ce que c'est la faute des médias qui ne se sont pas intéressés à la cause? J'ai vu aussi que vous avez fait une lettre ouverte au député européen François-Xavier Bellamy. Voilà. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce manque? Je vais commencer de la fin de votre question, parce que le sujet de cette lettre, c'était... j'ai écrit ce courrier, cette lettre, à cause de blocage total, presque total, dans les médias français.
Parce que quand... je ne suis pas d'accord qu'il y a un manque de couverture, parce que peut-être le sujet de Karabakh, le sujet de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est devenu, pendant ces derniers mois, le sujet, peut-être l'un des plus importants sujets pour les médias français. Mais le problème, c'est que cette couverture était toujours partielle, elle était partisane. C'était en faveur donc toujours pour les Arméniens. Et rarement, c'était très rarement que les médias français donnaient les paroles pour le côté azerbaïdjanais. Par exemple, je peux dire que les médias comme Le Figaro, comme Le Monde, comme Le Point, étaient absolument à côté de l'Arménie. Vous n'ont jamais invité ou oui, sollicité? J'ai essayé plusieurs fois de répondre parce qu'ici en France, il y a donc, officiellement ce droit de réponse. Ce droit de réponse n'était pas effectué donc, en faveur de l'Azerbaïdjan. J'ai essayé plusieurs fois avec Le Figaro, parce que pendant la guerre, Le Figaro a publié presque chaque semaine, sinon chaque jour, donc, les tribunes, donc les Arméniens. Et chaque fois quand j'ai essayé de répliquer, de répondre, la réponse était toujours la même. Donc il n'y a pas la possibilité, et il y a des autres raisons pour lesquelles je ne peux pas répondre. La même chose avec Le Monde. Le Monde peut-être était plus balancé pendant la guerre parce que Le Monde a envoyé quelques journalistes dans les régions qui ont essayé, vraiment, ils ont essayé, il faut être donc franc et transparent. Et ils ont essayé de montrer un peu de la vérité. Mais Le Point, c'est devenu le journal très compliqué pour nous parce que Le Point toujours publie les articles, les motifs contre l'Azerbaïdjan. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre ouverte parce que j'étais privé de l'opportunité de le faire dans le journal qui a publié l'article de François Bellamy. C'est grâce à Causeur qui, pendant la guerre, a bien montré son impartialité, son neutralité. C'est l'un des rares, rares journaux français qui a donné les paroles non seulement pour les Arméniens, mais aussi pour les Azerbaïdjanais. C'est pour cette raison donc, j'ai fait ce courrier comme la réponse, comme droit de réponse. Mais la couverture était partielle, malheureusement. La couverture était donc, plutôt pro-arménienne. Mais on peut dire que les médias français, ils ont vraiment donc, se sont intéressés beaucoup de ce sujet. Donc c'est devenu l'un des sujets plus importants pendant ces derniers mois, le sujet de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, relation entre nos deux pays, oui. Et avec tout ce qui s'est passé, comment est-ce que vous voyez la relation, voilà, votre relation avec la France aujourd'hui et pour les années à venir? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que quand nous parlons de la paix, je voudrais attirer l'attention de votre et aussi votre audience que quand nous parlons de l'avenir de Karabakh, de cette région endommagée, cette région pendant l'Azerbaïdjan, pendant l'Union soviétique, l'époque de l'Union soviétique, quand Karabakh était donc partie de l'Azerbaïdjan avant l'occupation, partie de l'Azerbaïdjan soviétique, c'était vraiment la région prospère. C'était la région florissante. C'était la région peuplée de beaucoup de minorités religieuses ethniques. Selon le dernier recensement de l'Union soviétique, en 1987, cette région était peuplée de 48 minorités ethniques et religieuses. La majorité de la population était arménienne, presque 74-75% de la population. 22% c'était la population azerbaïdjanaise, mais le reste, 400%, c'était les familles de différentes minorités religieuses et ethniques. C'est-à-dire, sous la tutelle, sous la Gironde, comme on dit ici en France, dans le cadre de l'Azerbaïdjan musulman soviétique, nous avons bien gardé ce pluralisme culturel et culturel, cette atmosphère de tolérance,
cette diversité ethnique et religieuse dans cette région. Imaginez 48 minorités religieuses ethniques. Après l'occupation par les forces armées arméniennes, cette région est devenue la base, la caserne militaire en fait. Même les médias français, ils ont dit que c'est la région qui est peuplée des Arméniens pour 98% presque. C'est-à-dire, donc, c'est ça la vérité. Avec nous, Karabakh était prospère, florissant, il était multiculturel et multiculturel. Avec les Arméniens, malheureusement, je dis, mais c'est la réalité. C'est devenu la région monoethnique et monoreligieuse. Donc, pour cette raison, pour cette simple raison, dire aujourd'hui que c'est la guerre interreligion, c'est pas logique. Parce que la logique, la vraie histoire nous dit que c'était la région prospère, c'était l'atmosphère de tolérance, de cohabitation, d'harmonie entre les musulmans, les chrétiennes, les juifs et les autres minorités religieuses et ethniques. Donc, c'est ça la vérité. En ce qui concerne la France, j'aimerais bien de connecter ces deux sujets. J'aimerais bien que la France ne se tienne dans la restauration de cette ambiance de tolérance dans cette région. Parce que la France, c'est une grande puissance européenne et mondiale. La France est le membre du Conseil de sécurité. La France, c'est le partenaire économique principal de l'Azerbaïdjan au sein de l'Union européenne. Donc la France est l'ami plus proche des Arméniens. Donc la France a tous les leviers, a toutes les ressources, a le potentiel vraiment, et la potentiel et la capacité d'apporter son soutien, son contribution diplomatique, politique pour la vraie paix, la coexistence, la coopération et sécurité dans cette région. Donc c'est ça mon avis, c'est ça mon vision pour la relation bilatérale entre les deux pays. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission. Une petite question, parce que là j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Parce que là j'apprécie, je découvre que vraiment vous avez un discours de tolérance, vous n'êtes pas dans une position de vengeance, parce que vous avez gagné. Vous avez gagné, donc vous pouvez dire j'ai besoin de personne en tant que pays, mais là vous ouvrez les mains et vous dites que la France a toute sa place dans l'avenir de l'Azerbaïdjan. Il y a un article dans Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il parle d'une volonté, c'est l'article, qui dit qu'il y a une volonté de punir la France et de l'empêcher de faire barrière aux sociétés françaises de tout le marché de construction, de reconstruction, et que tous les marchés, les gros projets de minerie, d'aéroports et tout, que tout cela sera donné qu'aux Turcs. Et que les Français, les groupes français seront punis parce que la France n'a pas soutenu, on n'était pas neutre sur ce conflit. Qu'est-ce que vous dites sur ce point-là? Merci pour votre question et pour vos remarques. D'abord, je voudrais vous répondre que je ne suis pas d'accord avec cette phrase que vous avez mentionnée, que nous sommes, j'utilise le langage de tolérance parce que nous avons gagné. L'Azerbaïdjan a utilisé le langage de tolérance depuis les premiers jours de la Première République, depuis 1918. L'Azerbaïdjan a utilisé le langage de tolérance depuis toute la période de 30 ans de ce conflit. Le fait que nous avons utilisé le langage de force, de combat, c'est parce que l'Arménie a toujours résisté, toujours refuté et toujours était sur la ligne de provocation militaire et politique. C'est ça la raison. Parce que nous avons perdu l'espoir pour le groupe de Minsk, pour les tentatives de médiation de la part des coprésidents. C'est évident à tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit que vous avez eu la raison pour le faire, parce que c'est presque toute la génération des jeunes azerbaïdjanais, ils ont perdu leur patrie. Pendant 30 ans, nous n'avons pas eu les résultats concrets de cette médiation. Malgré le fait que 4 résolutions de constitution ont été adoptées donc, par les votes de 4 pays plus puissants du monde. Donc, notre langage de tolérance était toujours là. Aujourd'hui, nous continuons ce langage et
la visite récente du président Erdogan en Azerbaïdjan et son rencontre avec notre président, M. Ilham Aliyev, et nos initiatives, nos propositions pour tous les pays de la région. Nous proposons aujourd'hui la création de la plateforme des 6 pays, c'est-à-dire la Russie, la Turquie, l'Iran, plus 3 pays de la région du Caucase du Sud, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Donc c'est ça notre vision. L'Azerbaïdjan est toujours comme ça. C'est notre vision, c'est notre philosophie de construire les choses, de coopérer, de dialoguer. Donc c'est ça aujourd'hui. Et il y a quelques jours, le président Erdogan est à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous avons proposé ensemble ça. Et concernant l'article, j'ai lu cet article. Est-ce qu'il y a une volonté de punir la France? Il n'y a pas volonté de punir la France. La France est bienvenue en Azerbaïdjan. La seule chose que nous demandons, nous attendons de la France, que la France respecte le droit international. Il y a des lignes rouges, comme pour tous les pays du monde. C'est le respect pour notre souveraineté, pour notre intégrité territoriale et enveloppée des frontières de l'Azerbaïdjan internationalement reconnues. Il s'agit de valeurs républicaines. Parce que nous respectons ces principes à propos de la France et nous respectons que la France aussi respecte ces principes de base du droit international en faveur de l'Azerbaïdjan. Très bien. On pourra peut-être faire un deuxième numéro avec avec de nouvelles questions. Merci pour vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Monsieur Ahmed Mustafayev, d'être venu, d'avoir donné de votre temps pour cette édition spéciale autour de l'Azerbaïdjan. Merci pour votre disponibilité, pour votre bonne volonté de m'écouter, donc de me donner parole, parce que c'est important que les Français ils comprennent bien le pays, son politique et la situation dans cette région. Très bien. Et merci à vous, Monsieur Hanif, pour cette intervention. N'hésitez pas à revoir ce numéro sur nos réseaux sociaux et à très bientôt sur RT Télévision.